Eh ben oui, tout doucement. Donc, tout d'abord, remerciements. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour votre présence au webinaire du projet collectif inclusif, un accès sécuritaire pour tous. Merci de nous consacrer votre début d'après-midi. Collectif inclusif est un projet mené par Trajectoire Québec en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS de son petit nom. C'est un projet qui est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière et grâce à MITAX, un organisme de recherche qui travaille notamment en partenariat avec les milieux universitaires. Donc, merci à nos partenaires financiers. Je me présente, Maggie Harvey, coordonnatrice de projet chez Trajectoire Québec. C'est moi qui animerai avec grand plaisir ce webinaire aujourd'hui. Webinaire qui se déroulera comme suit. Juste celle d'avant, Philippe, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc, il y aura une brève présentation des intervenants, brève présentation de trajectoire pour ceux qui ne nous connaissent pas, et ce sera suivi de la présentation du projet où on s'attardera plus principalement de la méthodologie, des résultats, des principales recommandations issues de la recherche. Et il y aura une période de questions à la toute fin. Je vous invite donc à écrire vos questions dans la section questions et réponses. Et je précise aussi que le webinaire est enregistré, donc il sera possible de le réécouter ultérieurement. Je vous présente donc maintenant nos deux intervenants principaux. Tout d'abord, Philippe Brodeur-Ouimet, qui est candidat à la maîtrise en études urbaines à l'INRS. Philippe s'intéresse aux enjeux de la pratique de la marche, particulièrement en ce qui a trait à la sécurité et à l'inclusion de tous les piétons. Précédemment, il a complété un baccalauréat en urbanisme à l'UQAM. Donc, merci Philippe d'être avec nous. Et il y aura aussi Marie-Soleil Cloutier, qui est professeure titulaire à l'INRS. Elle dirige le laboratoire Piétons et espaces urbains, le LAPS, où elle collabore sur différents projets de recherche sur la marchabilité en milieu urbain et le risque routier, incluant celui auquel font face les usagers et les usagères de la route les plus vulnérables. Donc, merci aussi à Marie-Soleil d'être là aujourd'hui. Et avant de laisser la parole à Philippe et Marie-Soleil, permettez-moi de présenter vraiment rapidement, là, en deux phrases, notre organisation Trajectoire pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, chez Trajectoire, on fait de la défense collective des droits des usagers et des usagères du transport collectif partout au Québec. Et on fait aussi la promotion du développement du transport collectif. On a comme vision que tous les Québécois et les Québécoises puissent avoir accès à des services de transport collectif abordables, sécuritaires et de qualité partout sur le territoire. Puis, petite précision, là, pour nous, le transport collectif, c'est tout ce qui n'est pas de l'auto solo. Donc, ça inclut les modes partagés comme communauto, le covoiturage, taxi, Uber, etc. Mais aussi les modes plus traditionnels qu'on connaît bien, train, autobus, métro. Et donc, dans le cadre de sa mission, Trajectoire s'intéresse aux enjeux de sécurité piétonne parce que ce soit en se rendant à leurs arrêts ou lors des transferts aux abords des terminus, les usagers et les usagères du transport collectif sont tous et toutes piétonnes sur une partie de leur trajet. Et malgré que le transport collectif soit généralement reconnu comme très sécuritaire, cette partie piétonne peut comporter des risques, et plus particulièrement pour les personnes vulnérables. Et donc, l'objectif du projet, c'était justement de documenter ces risques et ces menaces pour la sécurité des usagers, des usagères vulnérables au moment d'accéder ou de quitter les réseaux de transport collectif. Et là, pour ce faire, Trajectoire et l'INRS ont réalisé des marches exploratoires dans le Grand Montréal, sur tout le territoire de la CMM, avec certains usagers plus vulnérables que sont les aînés, les personnes avec différentes limitations fonctionnelles et les familles avec des jeunes enfants, principalement en bas de 5 ans. Et là, je laisse la parole à Philippe pour une présentation pas mal plus détaillée du projet, particulièrement pour la méthodologie, les résultats et même les recommandations. Donc, Philippe, la parole est à toi. Oui, parfait. Merci beaucoup, Maggie. Donc, comme Maggie disait, on s'intéressait vraiment au premier puis dernier kilomètre, là, donc vraiment le chemin pour se rendre à l'arrêt, puis le chemin à partir de l'arrêt pour se rendre à la destination finale. On sait que c'est une partie du trajet qui a une influence importante sur la satisfaction des usagers de leur déplacement.
mais aussi c'est une partie du trajet qui a une influence sur la part modale du transport collectif, puis aussi sur le mode de transport que les personnes vont utiliser pour accéder au réseau aussi. Puis, en plus de l'importance générale de cette partie-là de la chaîne de déplacement, les usagers ne sont pas égaux lors de l'accès au transport collectif. Il y a certains groupes qui sont plus vulnérables, comme il y a certains piétons qui sont plus vulnérables en termes d'accessibilité universelle, d'autres qui sont plus vulnérables aux collisions de la route, puis d'autres aussi qui sont plus dépendants au transport collectif. Donc, c'est toutes des vulnérabilités qui changent un peu le rapport avec le premier puis le dernier kilomètre. Donc, la question de recherche, comme Maggie a dit rapidement aussi, c'était vraiment de documenter quelles sont les limites vécues par les piétons vulnérables lors de l'accès au transport collectif. Je vais commencer tout de suite avec quelques constats qu'on a pu dégager de la question de recherche. Premièrement, on a déterminé que le déneigement est une préoccupation cruciale pour les piétons vulnérables, particulièrement aux bateaux pavés. Donc, les bateaux pavés, c'est vraiment des éléments, des endroits lors du parcours qui causent des ruptures importantes lors de l'accès au transport en commun. On a aussi déterminé que le manque de feu sonore a été signalisé par tous les participants non-voyants qui ont participé au projet. La proximité des voitures aussi, c'est un élément qui est insécurisant pour les piétons vulnérables lors de l'accès au transport en commun. C'est un élément qui est insécurisant pour tous les piétons, mais particulièrement pour les piétons vulnérables pour des raisons que je vais détailler. Euh, Aussi, les perceptions sur les pistes multifonctionnelles sont partagées. Il y a certains participants qui trouvaient que c'était pas très sécuritaire, d'autres qui aimaient le confort que ça apportait. Donc, il y a un certain... la perception est un peu partagée sur les pistes multifonctionnelles, mais de manière générale, ça nous amène à un autre constat, c'est que d'aménager pour les plus vulnérables bénéficie à tous les groupes de piétons. Et puis, finalement, le dernier constat, c'est que l'environnement bâti lors de l'accès au transport collectif affecte les choix de mobilité des usagers les plus vulnérables de manière encore plus importante. Donc, pour arriver à ces constats-là, on a fait des parcours commentés aux abords de 16 arrêts de la région métropolitaine de Montréal. Comme on peut voir sur la carte, les arrêts sont assez répartis sur l'ensemble de la région métropolitaine. Puis chacun des arrêts a été visité 2 fois, une fois en été, puis une fois en hiver. Donc, durant l'été 2022, puis au début de l'hiver 2023. Pour choisir les arrêts où est-ce que les parcours commentés ont lieu, on a fait des groupes d'arrêts. Les groupes sont basés sur la région, si c'est un arrêt en milieu urbain, périurbain ou rural. Il a été aussi basé sur une classification ascendante hiérarchique. Donc, on a fait des classes d'arrêts pour regrouper les arrêts qui se ressemblent ensemble. On a fait une autre superposition pondérée sur le niveau de risque en termes de sécurité routière de chacun des arrêts. Puis aussi, on a séparé les arrêts selon le secteur dans lequel ils se trouvent, si l'arrêt est à Montréal, Longueuil, Laval ou la Couronne Nord ou la Couronne Sud. Donc, au niveau de la superposition pondérée, on a choisi 6 variables qui ont une influence sur la sécurité routière, tant au niveau des fois de la perception que des collisions en soi. Donc, on a fait une zone de 500 mètres autour des arrêts pour collecter des données, soit la quantité de routes majeures, la densité de population, le nombre de pistes cyclables, la présence de voies réservées, les collisions routières qui ont lieu dans le passé, puis aussi le nombre de destinations, donc les points d'intérêt dans la zone aux abords de l'arrêt. Puis ces variables-là ont été pondérées de manière à créer l'indice de sécurité routière là, qui va de faible, moyen ou élevé. Puis au niveau de la classification ascendante hiérarchique, c'est la même zone autour de l'arrêt qui est utilisée. Puis aussi les mêmes 6 variables là, qu'on a vues dans la diapositive précédente pour faire des arrêts, des groupes d'arrêts qui se ressemblent pour les regrouper dans un même groupe. Donc, il y a un premier groupe d'arrêts à risque élevé. Donc, souvent, c'est des arrêts où est-ce qu'il y a eu plusieurs collisions dans le passé. Des arrêts où est-ce qu'il y a beaucoup de routes majeures qui l'entourent. Des arrêts à risque faible. Des arrêts où est-ce qu'il y a une plus forte densité de population. Souvent, c'est des arrêts où est-ce qu'il y a une plus forte densité de population en milieu urbain, surtout à Montréal. Il y a aussi un groupe d'arrêts qui sont dans des grandes zones monofonctionnelles. Donc, souvent, c'est des arrêts en quartier résidentiel dans les banlieues de Montréal. Puis aussi, il y a un groupe de seulement 16 arrêts qui se différenciaient au centre-ville de Montréal. Donc, c'est à partir de ces 2 tests-là, on a pu faire les groupes qui sont en fait le rassemblement des quatre catégories. Puis, on a pu choisir les groupes pour sélectionner des arrêts à l'intérieur de différents groupes pour que les arrêts choisis représentent la plus grande diversité de formes urbaines possibles.
Donc, les critères de sélection, premièrement, on voulait sélectionner des groupes d'arrêt qui étaient les plus nombreux dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, si un groupe avait un haut pourcentage sur l'ensemble des arrêts, ben, on le choisissait parce que dans un certain sens, il était assez représentatif des arrêts de la région. Ou si on voulait choisir 5 arrêts en milieu rural, périurbain, puis 6 arrêts en milieu urbain pour avoir une diversité dans les territoires qu'on visitait. Puis aussi, on a choisi des groupes à l'intérieur de différentes régions. Donc, on ne voulait pas que tous les arrêts soient à Montréal, mais qu'ils soient dispersés autant dans les banlieues puis en milieu plus rural. Donc, une fois que les 16 groupes ont été choisis, il y a une sélection aléatoire d'un arrêt en particulier à l'intérieur du groupe. Puis les groupes allaient entre 7 arrêts puis 1781 arrêts. Donc, il y avait une sélection aléatoire d'un arrêt dans chacun de ces groupes-là. Puis donc, une fois que l'arrêt était choisi, on faisait un parcours d'environ 400 mètres vers l'arrêt qui était fait dans un groupe de 3 participants, donc avec un aîné de 65 ans et plus, une personne avec des limitations fonctionnelles, des parents d'un enfant en bas âge, donc un enfant de moins de 5 ans. Donc, on faisait un parcours de 400 mètres vers l'arrêt, puis on refaisait le parcours par la suite pour revenir au point de départ. Puis durant ce parcours-là, les participants pouvaient commenter quelles limites qu'ils percevaient pour accéder au transport en commun. Donc, tous les commentaires qui ont été recueillis lors des parcours étaient analysés avec le cadre d'analyse qu'on voit sur la diapositive. Donc, l'idée un peu du cadre d'analyse, c'est qu'il y a la pyramide des besoins du piéton qui reprend un peu l'idée de la pyramide de Maslow, où est-ce que les besoins les plus importants sont à la base de la pyramide jusqu'aux besoins les moins importants. Donc là, la faisabilité est vraiment la base de la pyramide, c'est de se demander est-ce qu'il est possible de pratiquer la marche, donc même en n'ayant pas une destination précise en tête, est-ce que c'est possible pour la personne de sortir dehors puis pratiquer la marche dans un contexte sans nécessairement une destination précise? Une fois que ce besoin-là est comblé, on passe au besoin d'accessibilité qui est la connectivité et puis les limites perçues entre le point d'origine puis la destination, qui est dans notre cas l'arrêt d'autobus. Ensuite, on passe à la sécurité routière et la sécurité personnelle. Puis finalement, les deux besoins qui viennent après ça, c'est le confort de l'itinéraire pour le piéton, puis le plaisir que l'environnement bâti peut procurer lors de la pratique de la marche. Cette pyramide-là mène à une flèche vers les piétons vulnérables parce que ce pas des besoins qui sont objectifs, c'est perçu par des différentes populations. Donc là, on recherche vraiment la perception des piétons vulnérables. Puis cette perception-là va influencer l'attitude envers la marche vers le transport collectif. Puis ces deux éléments-là vont caractériser un peu notre question de recherche, qui est l'accès au transport collectif pour les piétons vulnérables. Donc, au niveau des résultats maintenant, au niveau de la faisabilité, les conditions hivernales c'est vraiment l'élément qui a été mentionné le plus souvent comme affectant la faisabilité de la marche pour les piétons vulnérables. Puis il y a plusieurs raisons qui affectent la faisabilité de la marche en hiver. Il y a plusieurs participants qui jugeaient en se référant à des expériences passées, que leur risque de chute était trop élevé, ce qui faisait qu'ils évitaient des déplacements comme piétons. Il y a aussi certaines aides à mobilité qui étaient inutilisables lors de certaines journées d'hiver. Il y a des parents qui témoignaient le risque d'engelure trop élevé pour des enfants en bas âge. Puis il y a aussi des personnes non-voyantes qui témoignaient du manque de repères au sol en hiver pour pouvoir détecter avec une canne de détection. Donc, ça peut, comme la citation le dit sur la diapositive, c'est une participante qui nous disait qu'elle voulait participer en hiver exactement pour cette raison, de dire que je m'empêche de sortir, je m'empêche de me déplacer justement parce que l'expérience, un jour ou l'autre, je vais tomber et un jour ou l'autre, je vais vraiment me faire mal. Donc, il y a vraiment l'idée que les conditions hivernales vont forcer des piétons vulnérables à éviter des déplacements en plein hiver. Maintenant, au niveau de l'accessibilité, un enjeu qui est revenu souvent, c'est le déneigement puis l'entretien des bateaux pavés. Donc, les bateaux pavés, c'est vraiment un endroit sur l'itinéraire qui est le plus propice à causer des ruptures sur l'itinéraire vers l'arrêt d'autobus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent causer ces ruptures-là. Il y a probablement le manque de déneigement. Des fois, ça peut arriver que le bateau pavé n'est même pas déneigé, mais le plus souvent, c'est qu'il y a une accumulation de neige qui provient de la chaussée. Donc, en déneigeant la chaussée,
la neige est repoussée sur le bord de la route, ce qui fait qu'il y a une accumulation de neige devant le bateau pavé qui le rend inaccessible pour certaines populations. Puis, autant en été ou en hiver, il y a des nids de poules ou des craques ou le ressaut, là, donc vraiment la marche pour accéder à la descente de trottoir qui est trop élevée, qui vient causer une rupture sur le parcours. Euh, donc, comme on peut voir sur les deux photos ici, on a un exemple à droite d'un bateau pavé qui n'était pas déneigé, qui n'était pas accessible pour les participants qui ont participé à la collecte de données cette journée-là. Donc, dans un exemple comme celle-ci, il faut que le participant se rende à un autre traversée plus loin. Donc, ça ajoute 100-150 mètres peut-être à l'itinéraire vers le trajet d'autobus. Puis à gauche, on a un exemple en été, cette fois-là, qui avait un nid de poule devant le bateau pavé avec le ressaut qui était trop élevé pour une personne en chaise roulante. Donc, ça a fait que pouvoir accéder au trottoir puis monter sur le trottoir, ça a pris peut-être 20-25 secondes. Et durant ce temps-là, le temps de traverser s'est écoulé. Puis, c'est une intersection où est-ce que le virage à droite sur le numéro rouge était permis aussi. Donc, ça a engendré aussi des problèmes de sécurité routière qui découlaient en fait du manque d'accessibilité du bateau pavé. Encore au niveau de l'accessibilité, il y a aussi l'accès à l'entrée d'autobus puis aux informations. Donc, il y a plusieurs obstacles entre l'aire d'attente puis l'entrée d'autobus qui peuvent des fois être causés par le manque de déneigement entre l'arrêt puis l'entrée d'autobus, mais aussi, comme on voit sur la photo, des fois, il y a du mobilier urbain qui est entre les deux localisations. Là, sur l'exemple, c'est un exemple où est-ce que l'autobus doit se stationner dans la traverse piétonne pour que les usagers embarquent dans l'autobus. Puis aussi, sur la photo, on voit qu'il y a un manque d'accessibilité de l'information à l'arrêt d'autobus à cause du panneau qui est par-dessus le stop, puis par-dessus le nom des rues. C'était pas lisible pour plusieurs participants qui étaient présents à la marche. Puis c'est un problème aussi qu'on a beaucoup vu sur les arrêts en milieu rural, où est-ce que le panneau était sur des lampadaires qui étaient plus haut que la hauteur des yeux, puis plusieurs participants qui étaient parfois malvoyants avaient de la misère à lire l'information, des personnes aînées aussi avaient de la misère à lire l'information sur le réseau une fois qu'ils étaient rendus à l'arrêt d'autobus. Maintenant, au niveau de la sécurité, la proximité des voitures, c'est un élément qui est ressorti dans plusieurs marches aussi, sur la plupart des routes sans trottoir, donc autant les routes en milieu rural, comme on voit sur les photos, mais aussi sur les routes dans les quartiers de banlieue qui n'ont pas de trottoir. Donc, c'est un risque qui est important, mais qui est aussi accentué par certains éléments. Par exemple, le rétrécissement d'espace pour les piétons en hiver. Donc, on voit sur les deux photos, la photo de droite a été prise durant un parcours en été, où est-ce que la plupart des participants préféraient marcher sur le gazon pour avoir une plus grande distance avec la voie automobile. Mais on voit que durant l'hiver, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, l'espace est vraiment. En fait, la proximité des voitures est vraiment accentuée. Euh, il y a aussi certains participants qui se considèrent plus à risque de chuter, qui n'étaient pas à l'aise de marcher sur l'accotement comme ça, parce qu'ils se disaient que s'ils chutaient, ils tombaient dans une voie automobile, puis il voyait trop de risques à ça. Euh, Puis maintenant aussi, pour les parcours avec des parents, avec des enfants en bas âge, il y a un peu plusieurs parents qui témoignaient que les déplacements un peu inattendus de leur enfant faisaient en sorte que c'est des routes qui éviteraient pour un enfant de 3 ou 4 ans. Puis, puis aussi pour les personnes avec des aides à mobilité qui sont plus larges que le corps humain. Donc déjà, c'est un espace qui est vraiment rétréci pour une personne sans aide à mobilité. Lorsqu'on considère qu'une personne qui peut se promener en quadriporteur, par exemple, c'est une personne qui a besoin un peu plus de largeur pour circuler. Donc c'est une route qui est vraiment insécuritaire pour eux. Un autre enjeu de sécurité qui a été mentionné souvent durant le parcours, c'est au niveau des traversées. De manière générale, le sentiment de sécurité lors des traversées des routes majeures, donc de plusieurs voies, était plus élevé lorsque l'intersection était signalisée par des feux de circulation, euh, particulièrement pour les piétons non-voyants qui se fiaient beaucoup sur le groupe. En fait, vu qu'on marchait en étant 4-5 personnes, les piétons non-voyants se fiaient beaucoup sur le groupe pour savoir quand est-ce que c'était leur moment de traverser, ce qui n'est pas toujours possible de savoir lorsque l'arrêt est signalisé par des stops. Puis, donc, c'est plus facile pour eux lorsque l'arrêt était signalisé par des feux de circulation, mais malgré ça, il manquait beaucoup de feux sonores aux abords des arrêts, ce qui compliquait autant la sécurité que l'accessibilité des différentes traversées de routes majeures.
Aussi, au niveau de la sécurité des pistes multifonctionnelles sans séparation physique, il y a plusieurs participants qui ont témoigné que leur sentiment de sécurité n'était pas élevé, particulièrement pour les piétons non-voyants, qui ne savaient pas quel côté qui devait circuler, s'il devait circuler. En fait, ils ne savaient pas s'il circulait dans le côté pour piétons, le côté pour cyclistes. Et puis aussi pour les parents d'enfants en bas âge qui n'étaient pas à l'aise que leur enfant circule peut-être dans une voie cyclable sans qu'ils puissent les protéger. Donc, il y a plusieurs parents qui nous ont dit que s'ils avaient circulé sur une piste multifonctionnelle, ils utiliseraient une poussette pour avoir un meilleur contrôle des mouvements de leur enfant. Mais de l'autre côté, il y a certains participants qui avaient des équipements sur roues, comme des aides à mobilité puis des poussettes, qui jugeaient plus confortables les pistes multifonctionnelles à cause que la surface était plus lisse que des trottoirs. Donc, c'est apprécié par certains à cause du confort que ça procurait. Puis par rapport un peu à la perception qui diffère entre la sécurité puis le confort, dans le cadre d'analyse, la sécurité vient avant le confort dans la pyramide là, que j'ai présentée plus tôt. Donc, on aurait tendance à prioriser le sentiment de sécurité sur les pistes multifonctionnelles puis d'ajouter une séparation physique entre les différents modes de transport qui sont permis sur les pistes multifonctionnelles. Maintenant, au niveau du confort, Euh, évidemment, l'état des infrastructures influençait beaucoup, beaucoup le confort des participants qui avaient des équipements sur roues. Puis aussi, à chaque marche, quasiment à l'arrêt où est-ce qu'il manquait un banc, ça a été signalé par les participants. Parfois par souci de confort, mais souvent aussi par souci d'accessibilité. Par exemple, pour une personne aînée qui a besoin de se reposer après une marche de 400 mètres pour attendre l'autobus. Puis donc aussi le manque de bancs et le manque d'abribus a été signalé quasiment de manière systématique à chaque marche qu'on faisait. Donc c'est vraiment un élément qui est valorisé par les piétons vulnérables lors du trajet vers l'arrêt d'autobus. Puis l'idée de l'abribus pour se protéger pour se mettre à l'abri en fait des différentes températures, c'est d'autant plus important pour les piétons, ben, pour les usagers qui sont plus dépendants au transport collectif qui ne peuvent pas se rabattre sur d'autres modes de transport selon la température qui fait une journée en particulier. Donc, l'abribus est encore plus valorisé probablement par les usagers vulnérables. Maintenant, au niveau du plaisir, c'est pas un besoin qui a été souvent discuté durant les parcours commentés, mais c'était beaucoup plus discuté lors de la période d'attente que durant le parcours parce que durant la période d'attente, il y a un peu plus de temps il y a moins, en fait. Il y a moins de limites d'accessibilité et de sécurité lors de l'attente. Donc, les personnes étaient plus préoccupées par le plaisir. Donc, ça a été mentionné que la végétation, l'absence de bruit, puis la présence d'autres piétons qui amènent une ambiance à l'arrêt d'autobus était appréciée à ce niveau-là. Mais comme on peut voir un peu en référant au cadre d'analyse, il n'y a pas eu énormément de commentaires sur le confort puis le plaisir. Puis l'interprétation qu'on en fait, c'est que les besoins de faisabilité, d'accessibilité puis de sécurité étaient peut-être pas assez comblés pour que les personnes s'attardent vraiment à des besoins de confort puis de plaisir. Donc, c'était vraiment plus une fois qu'on était rendu à l'arrêt, puis qu'il y avait moins d'enjeux au niveau de l'accessibilité, que les personnes pensaient un peu plus au confort puis au plaisir de leur itinéraire. Maintenant, plus au niveau de l'attitude, l'effet de l'environnement bâti sur l'attitude. Euh, donc, on a vu que la non-considération des besoins en fait, des piétons affecte l'attitude envers la marche vers le transport collectif. Comme une participante a dit, c'est comme si tu joues sur deux plans en même temps. Il y a un arrêt d'autobus pour les piétons, mais il n'y a pas d'espace réservé. Ça, c'est pas un espace pour marcher, on s'entend, c'est un accotement. Donc, c'est un peu l'idée. En fait, notre recherche a un peu confirmé ce que la littérature dit, que l'environnement bâti dans le premier et dernier kilomètre va influencer la part modale du transport collectif. Si l'environnement bâti aux abords de l'arrêt suggère que c'est un espace pour l'automobile, les participants se sentaient en fait, ils vont utiliser un mode de transport que l'environnement bâti leur suggère. Mais c'est l'environnement bâti aux abords des arrêts un effet encore plus important pour les piétons plus vulnérables. Au lieu de se rabattre sur un autre mode de transport, il y a certains participants qui n'avaient pas le luxe, dans un sens, de choisir un autre mode de transport qui devait à place limiter leur déplacement. Comme la citation qu'on voit sur la diapositive, la participante a dit, c'est que les personnes âgées, il arrive un moment où est-ce qu'elles sont trop âgées pour demander des changements, elles vont s'adapter.
Elles vont juste faire c'est trop compliqué, je le fais plus. Donc, c'est un peu l'idée que lorsque l'environnement bâti ne te convient pas pour accéder au transport en commun, soit tu vas te rabattre sur un autre mode de transport, ou si tu n'as pas l'option, tu vas limiter tes déplacements dans ce cas-là. Donc, au niveau des recommandations, on recommande de prioriser le déneigement aux abords des arrêts d'autobus. On sait qu'il y a plusieurs politiques de déneigement qui priorisent déjà les trajets où est-ce qu'il y a des routes de transport en commun, mais on suggère d'accorder une vigilance plus importante aux bateaux pavés qui causent des ruptures importantes sur le trajet vers les arrêts d'autobus. On recommande aussi d'ajouter des feux sonores aux traversées de boulevards aux abords des arrêts d'autobus. Aussi d'assurer la présence d'infrastructures piétonnes aux abords des arrêts pour diminuer la proximité des voitures. D'aménager les séparations physiques entre les différents modes de transport sur les pistes multifonctionnelles, et puis aussi d'adopter une vision d'accessibilité universelle tout au long du parcours vers le réseau de transport collectif. Donc, on a vu que les limites ne sont pas seulement dans les quelques mètres aux abords de l'arrêt, mais vraiment tout au long du parcours. Donc, ça devient important d'assurer l'accessibilité du parcours à une plus longue distance que l'arrêt en soi. Donc, j'ai passé le relais à Maggie pour la phase 2 du projet. Merci, Philippe. Bien, en espérant que ceci ait répondu là, à la plupart de vos questions, mais n'hésitez pas à inonder la section des questions et réponses s'il y a des questions qui sont demeurées sans réponse. Effectivement, avant d'enchaîner peut-être sur les questions puis sur certaines précisions, j'aimerais peut-être partager quelques mots sur la phase 2 du projet dont fait partie ce webinaire, en fait. C'est une phase de sensibilisation auprès des différents acteurs et des actrices décisionnelles. Il y a donc plusieurs activités qui sont prévues ou qui ont déjà été réalisées dans le cadre de cette deuxième phase, et on aimerait vous faire visionner une vidéo qui illustre très bien une de ces activités-là. Donc, c'était une activité de sensibilisation par l'expérience. On a invité des décideurs à venir vivre cette expérience piétonne telle que vécue par les personnes vulnérables. Donc, c'est une petite vidéo là, qui dure 2 minutes 30. Donc, je propose ce court visionnement, puis on reprend ensuite pour une période de questions. On n'entend pas le son, je pense, par exemple. Non, exactement. On va repartir. On va le recommencer, ce ne sera pas là. Sort d'un environnement familier connu, mais là, ça devient comme très compliqué, très lent, très ardu. La petite tâche devient très ardue, la petite marche d'aller n'importe où au coin de la rue devient comme complexe si tu n'es pas familier avec l'environnement. Je commence à réaliser que ça ne doit pas être drôle pour tout le monde. Là. On s'imagine qu'on a un boss à aller rattraper. Je vous demanderais peut-être de vous mettre dans une situation réelle de notre vie quotidienne, assez couper un peu avec le fait qu'on est en groupe, parce que sur le sentiment de sécurité, ça joue énormément. Essayez de vous imaginer tout seul dans votre situation. Le parcours qu'on a fait depuis tantôt, là, moindrement que j'irais me tasser parce qu'il y a une auto qui passait, ben là, c'était beaucoup plus difficile pour moi dans une matière plus rocheuse, fouetteuse, avec les roues, c'est plus compliqué. Fait que ça met en évidence le manque de convivialité. Ça va être super compliqué. Puis déjà, même pour quelqu'un qui n'aurait aucun problème de motricité, ben, c'est pas une expérience qui est nécessairement agréable. T'sais. Avec la vitesse des voitures, pas le trottoir. J'étais avec ma petite, je pense pas que j'allais sortir avec elle au set, ce n'est pas tout scooter. On entend un son, mais là, on ne voit pas dans notre tente. Fait qu'on se tourne la tête, fait qu'on arrête de marcher parce que là, tout d'un coup, il y avait un trou en avant. On est tout le temps comme ça donne un peu le tournis aussi. Parce que là, t'es constamment en train de regarder à gauche, à droite. Il ça demande énormément d'attention. Peut-être que tu as tout voir, mais là, tu ne vois plus. Fait que tout devient comme. Le sentiment général, c'est que tout devient comme beaucoup plus difficile. Jusqu'à quel point est-ce que, quand on parle d'accessibilité universelle,
affaire à des réalités complètement différentes. Chaque situation est extrêmement différente. Il faut penser les aménagements, en fait, en fonction de chacune des situations. Désolée un peu pour la qualité de la vidéo. Normalement, il y a une musique qui rend ça, en tout cas, encore plus concluant, mais évidemment, on va vous envoyer le lien. Cette vidéo-là pourra être visionnée sans problème. Donc, on va vous envoyer le lien pour la revoir de nouveau. Donc, on va passer à la période de questions. Il y en a eu quelques-unes dans la section des questions-réponses. Certaines ont déjà été répondues, qu'on pourra même y revenir parce que c'est quand même intéressant. Je vais y aller avec la première où on demande, est-ce que vous avez visité des arrêts d'autobus sur îlot, donc le long des pistes cyclables? Je sens qu'il y a quand même un intérêt là, pour les pistes multifonctionnelles et la cohabitation avec d'autres modes de transport. Donc, Marie-Soleil ou Philippe? Ben, Philippe pourra confirmer, mais il me semble qu'on n'avait pas d'arrêt spécifiquement, tu sais, où il faut, par exemple, que l'usager, si c'est ça que tu voulais dire, Paul, que l'usager, il fallait qu'il traverse la piste, là, puis que là, il y a un petit îlot qui peut attendre l'autobus. On n'en avait pas des comme ça, je crois, Philippe? Il y en avait une, en fait. Une à Longueuil. Puis ça rejoint un peu l'idée des pistes multifonctionnelles, là, où est-ce qu'il y a comme le partage des différents modes dans un espace libre, dans un sens, là, ça causait des limites au niveau de la sécurité puis de l'accessibilité. Puis je pense aussi que je pourrais répondre à une autre question que j'ai vu passer en même temps qui demandait si on ajoutait une séparation physique, en fait, si ça restait une piste multifonctionnelle ou non, là. Euh, puis cette piste-là, justement, à Longueuil, c'est un exemple où est-ce que durant le segment, il y avait de la végétation qui séparait la piste cyclable puis les trottoirs. C'était au même niveau, donc c'était un peu un entre-deux entre une piste multifonctionnelle puis un trottoir puis une piste cyclable, là, on peut dire, là, vu que c'était vraiment au même niveau, il y a juste une plate-bande qui séparait les deux modes de transport. Donc ça, c'est un exemple où est-ce que les participants trouvaient ça sécuritaire puis accessible. Euh, mais c'est ça, dans cet exemple-là, au niveau de l'arrêt, par contre, il fallait passer à travers la piste cyclable, puis il y avait les enjeux au niveau de la sécurité sur les pistes multifonctionnelles qui revenaient pour les participants. Oui, puis si je pourrais ajouter là-dessus, là, sur la fameuse question des pistes multifonctionnelles, là, je crois en effet, j'ai pas de réponse définitive encore, mais dans les dernières années, au LAPS, beaucoup de nos projets ont eu par la bande, finalement, des conversations sur les pistes multifonctionnelles. C'était souvent pas vraiment voulu, c'est-à-dire que c'était pas un objectif particulier qu'on avait, mais les projets qu'on fait sur la cohabitation piéton-cycliste aussi, il y a beaucoup d'enjeux sur les pistes multifonctionnelles. Donc, je dois avouer que j'ai pas de réponse exacte, mais ça semble créer des sentiments d'insécurité chez certains. Puis en plus des enjeux d'accessibilité universelle, là, Philippe en a parlé tout à l'heure, mais quand on met juste du marquage, ben, les personnes aveugles, entre autres, n'ont pas de repères. Donc, c'est peut-être pas obligé d'être complètement séparé. Puis là, la question se pose en effet, est-ce que finalement, juste le principe des pistes multifonctionnelles est peut-être à revoir? Je n'irai pas jusque-là tout de suite, là, mais il semble définitivement avoir quelque chose qui est en inadéquation peut-être avec la vitesse des gens qu'on retrouve sur ces pistes-là maintenant. Ça vient aussi beaucoup avec là, c'est en dehors de ce projet-là, mais comme je vous dis, ça revient souvent dans nos projets actuels où on a toute la présence d'engins électriques, d'un TPM, vélos électriques, trottinettes qui vont à une autre vitesse même que les vélos réguliers que les piétons. Donc, est-ce qu'on devrait se faire des pistes en fonction de la vitesse? Je ne sais pas, je ne suis vraiment pas rendue là, mais il y a quelque chose clairement qui ne semble pas fonctionner avec notre façon classique de faire des pistes multifonctionnelles, qui est une façon extrêmement utilisée dans tout le Québec présentement pour pallier des fois au manque de trottoirs. Donc, on veut régler un problème, mais peut-être qu'on en crée d'autres. Mais je ne mettrai pas tout ce concept-là aux poubelles tout de suite, assurément, mais il y a des choses qui semblent aller moins bien. Donc, à voir si on ne pourrait pas avoir, comme disait Philippe, juste une bande de végétale ou une bande comme
comme une bande de trottoir, mais petit, là, tu sais? Y a-t-il des choses qui pourraient être faites qui ne seront pas trop coûteuses aussi? Parce qu'on sait que si ça devient très coûteux, ben là, peut-être qu'on va juste abandonner ces projets-là. Donc, bref, c'était une longue réponse, là, mais c'est une réelle réflexion qu'on a dans ce projet-là, mais dans d'autres projets qu'on a aussi. Je ne sais pas si Maggie, tu veux que Oui. je continue? Ben, Tu s'il y a voulais- autre chose, il n'y a pas de problème, Marie-Soleil, tu peux y aller. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup Oui, de oui, oui. curiosité par rapport à ça. Il y a même aussi une question là, qui est formulée. Est-ce que c'est une recommandation finalement de les éviter, ces pistes multifonctionnelles-là, parce qu'on voit que c'est complexe de les mettre en place pour rendre ça sécuritaire pour tout le monde. Donc, oui, je pense qu'on n'est pas tout seul à se poser des questions. Clairement. Je regarderais vraiment ce qui se fait. Même nous, on va regarder un peu comme que font les gens où? Est-ce que le classique multifonction juste avec du marquage, c'est encore ce qu'on fait récemment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de séparer ça? On en a vu un petit peu sur le terrain qui ne sont pas nécessairement récentes non plus, donc il faut voir qu'est-ce qui se fait. Après, je voyais une question sur l'aspect longitudinal. En fait, pour l'instant, le projet est terminé, mais on a quand même un des intérêts de ce projet-là, c'est qu'on est allé l'hiver et l'été. Vous l'avez vu sur les photos que Philippe a présentées tout à l'heure. Et ça nous a vraiment permis, puis vous le savez sûrement tous déjà, bon, l'hiver québécois est en train de changer potentiellement. Peut-être qu'on aura moins de neige, plus de glace dans les prochaines années. Mais l'enjeu de l'hiver est très présent. Et puis, ce n'est pas tous les projets qu'on fait à l'hiver parce qu'il y a toutes sortes de questions logistiques qui viennent avec ça. Donc, on était très contents de pouvoir le faire l'été et l'hiver aux mêmes arrêts. En plus, ça nous a permis de voir des différences entre les saisons. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a prévu de faire. Je nous amène sur une question qui, moi, m'interpelle beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande, avez-vous évalué la présence d'éclairage aux arrêts? Parce que c'est vrai qu'on a fait l'hiver, l'été, on n'a pas fait le jour, la nuit, le soir. On n'a pas, en tout cas, on a fait les marches durant le jour. Ça a été nommé, par contre, il y a des fois des gens qui se plongeaient dans un autre moment de la journée, qui se disaient, ah, ici, le soir, je ne viendrai peut-être pas. Donc, j'ai un peu répondu, mais on peut peut-être, je ne sais pas, Philippe, si tu as des souvenirs de ces commentaires-là ou de... Oui, non, il y a l'aspect de sécurité là, qui est sorti en se projetant en soirée. Puis il y a aussi, tu sais, je parlais un peu de l'accès à l'information sur les panneaux du réseau. Il y a plusieurs participants qui ont dit que là, je vois assez, mais c'est sûr qu'en soirée, je ne verrai absolument rien sur ce panneau-là. Donc, c'est les deux éléments qui seront peut-être ressortis par rapport à la soirée. Là. C'est vraiment la sécurité personnelle, puis être capable d'accéder à l'information du réseau sur les panneaux. Là. Oui, puis ça, vraiment, c'est en adéquation avec beaucoup même de rapports de coroner au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis, sur des décès piétons de gens qui étaient utilisateurs de transport collectif, qui n'étaient pas vus à la descente. Si la voiture arrive quelques minutes après ou n'a pas réalisé qu'il y avait un bus de l'autre côté, des enjeux de visibilité des piétons qui veulent traverser après être sortis de l'autobus ou juste marcher le long jusqu'à la prochaine intersection. L'éclairage, comme on le disait, là, nous, on a fait les marches le jour. Ça aurait été intéressant même de faire des marches le soir, peut-être un peu dangereux. Déjà qu'il y a des endroits où on a fait du pré-terrain, nous, à certains arrêts, que mes étudiants sont revenus puis on dit on ne voudrait pas aller là avec une personne âgée, une personne avec une poussette et une personne à mobilité réduite. Là, donc, ou avec un handicap. Donc, il y a, cet enjeu des arrêts-là est extrêmement important. Je vous dirais même que je l'entends dans différents cercles de sécurité routière qui s'intéressent aux véhicules autonomes. Parce que là, est-ce que ça va régler nos problèmes d'éclairage parce que les radars n'ont pas besoin d'éclairage pour détecter des piétons? Mais avant qu'on arrive là, je pense qu'il y a une importance marquée d'avoir de l'éclairage adéquat aux abords des arrêts, puis à la traversée de ces arrêts-là pour se rendre à destination, assurément. Philippe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon de mon côté. C'est bon. Je vois que les constats, ils secouent un peu les gens d'une certaine façon, puis je comprends, j'ai eu un peu les mêmes réactions. Euh, on- je lis ici, mais par où commencer? Tu sais, c'est triste de réaliser tout ça, puis ça, oui, ça secoue, mais après ça, où est-ce qu'on commence? Comment on améliore les choses? Donc là, on revient un peu plus sur les recommandations, mais effectivement, par quoi on commence? Vaste question, Mhm. assurément. Merci pour ça. Je vous dirais que si au minimum, on pouvait respecter nos propres
normes de construction et de signalisation, ça serait déjà un pas en avant. Comment on fait pour faire ça? Les faire mieux connaître, les meilleures pratiques en termes d'accessibilité universelle, assurément. Puis je voudrais les faire mieux connaître auprès des entrepreneurs. Parce qu'en fait, les gens qui font les plans, c'est pas là où les enjeux sont la plupart du temps, c'est dans la réalisation des travaux. Et l'inspection post-travaux et la non-conséquence que les gens ont quand ils ne respectent pas les meilleures pratiques. Donc, c'est déjà pas un petit chantier, je vous dirais, mais si on arrivait à ça, on aurait déjà beaucoup d'endroits qui seraient mieux parce que il y a beaucoup de normes. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont à améliorer encore aujourd'hui, mais on a quand même une base de travail qui est là dans dans les livres de normes du ministère des Transports, entre autres choses, mais aussi de d'autres organisations qui ne percolent pas sur le terrain. Donc, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation de d'autres acteurs que nos cercles qui connaissons cela. Mais par la suite, je vous dirais que c'est d'avoir dans chacune de nos planifications ce réflexe accessibilité universelle-là. Assurément que nos lois pourraient être plus sévères aussi, là. Je vous ai parlé de normes terrain, mais la loi sur l'accessibilité universelle au Québec est assez timide, je vous dirais, par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Donc, évidemment, on pourrait assurément augmenter notre pouvoir de coercition en ajustant la loi aussi. Merci, Marie-Soleil. Plusieurs questions qui s'ajoutent. Je ne sais pas si vous les avez vues passer. Une petite question rapide comme ça qui est intéressante, ce serait quoi la hauteur idéale quand on a parlé de la hauteur des panneaux des arrêts d'autobus qui varie visiblement là, selon les types de milieux, mais ce serait quoi la hauteur idéale quand on veut tenir compte un peu de tout le monde? Ben, je ne sais pas, Philippe, s'il y a des gens qui avaient suggéré quelque chose, puis là, vraiment, c'est vraiment top of my head, comme on dit en bon français. Je crois que c'est 6 pieds, je crois, mais ça implique une autre organisation, tu sais, comme avoir l'information, par exemple, à l'intérieur de l'abribus. Il y a différentes façons d'illustrer l'information, mais il me semble que j'ai déjà vu cette proposition-là que ce soit un peu plus que 6 pieds, finalement. Mais sous toute réserve, là. Je ne sais pas, Philippe, si les gens avaient dit Ouais. quelque chose en particulier. Non, moi non plus, je ne suis pas certain au niveau de la recommandation en soi, mais si je me fie seulement aux commentaires des participants, tu sais, ils référaient souvent à la hauteur des yeux. Tu sais, c'était vraiment. En fait, tu sais, ils comprenaient pas en fait pourquoi une information qui s'adresse à l'usager n'est pas à la hauteur de ses yeux. C'est un peu. C'est pas normé comme commentaire, mais tu sais, c'est un peu ça leur avis sur la hauteur que les panneaux devraient avoir, là. Quelqu'un fait référence à un article qu'on a partagé, Philippe, que tu as partagé, qui dit qu'il existe un lien entre une faible sécurité routière et plus de densité de population. Puis, cette personne-là demande, avez-vous également évalué la hiérarchie routière comme facteur de risque accru d'accident? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Ben, excusez-moi, j'essaie de relire la question en même temps. Vas-y, Philippe, parce que c'était dans une de tes premières diapos, puis je pourrais rajouter après si tu veux. Oui, mais par rapport au. En fait, je pense que je pourrais te laisser répondre, Marie-Soleil, là. C'est par rapport au lien entre densité puis Ouais. accident routier, là. Sécurité routière, là. OK, ouais, moi, tu as raison. Mais en fait, par rapport à la hiérarchie routière, elle était en effet dans un des deux indicateurs, il me semble, hein? Oui, pour pour la classification, on a considéré les routes majeures qui étaient considérées comme un indicateur en fait, qui augmentait les risques de collision routière, là. Oui, parce que les routes majeures sont souvent plus de voies, plus de véhicules. Ce qui m'amène en fait au début de la question. C'est-à-dire que, j'allais dire historiquement, là, mais ce qu'on sait sur les facteurs de risque en sécurité routière, particulièrement pour les piétons, c'est que les quartiers à forte densité de population, puis ça vient en Amérique du Nord aussi avec une forte densité de véhicules. Et puis, finalement, une forte densité de population, ça amène aussi
plus de piétons. Fait que c'est une question d'exposition, c'est-à-dire qu'on a plus de piétons qui sont potentiellement exposés, mais il y a aussi plus de véhicules qui sont dans ces rues-là selon la configuration, là, mais dans la région montréalaise, c'est pas mal comme ça que ça se passe, ou en tout cas en grande partie. Et c'est finalement l'inadéquation entre les routes qu'on a créées, le beaucoup de piétons qu'il y a dessus et le beaucoup de voitures à différentes vitesses qui fait en sorte que ça devient plus risqué pour les piétons. Fait que c'est vraiment cette combinaison-là qui fait en sorte que finalement, plus de densité de population, ça devient une faible sécurité routière. Tout ceci peut se virer de bord en bon français quand on change la configuration, la géométrie des routes, par exemple, ou quand on réduit considérablement le nombre de voitures qu'on va avoir dans les réseaux routiers qui sont dans ces quartiers denses-là. Et en ce sens, ça nous ramène à ce projet, hein, parce que pour réduire le nombre de véhicules dans nos quartiers, vous le savez, ça prend des alternatives. Ça ne prend pas juste des pistes cyclables, ça prend aussi un bon réseau de transport collectif qui est capable de se rendre à destination. Et il va toujours rester des voitures, hein, mais ça va être des voitures de gens qui sont pas qui ont des destinations bizarres, des horaires bizarres. Il va toujours en rester de ça. Mais si au moins les gens qui sont capables de s'y rendre en transport collectif ou en transport actif le font, ça va réduire la quantité de voitures qu'on peut avoir dans ces quartiers denses-là. Et donc améliorer par le fait même pas juste la sécurité routière, mais entre autres la sécurité routière. Non, on ne t'entend pas, Maggie. Je nous ramène à une question un petit peu plus haute dans le chat. Concernant la conception des trottoirs, qui est quand même essentielle là, dans l'expérience piétonne. Une récemment qui aurait été faite, donc on parle d'un aménagement qui est récent, de ce que j'en comprends, qui aurait été fait avec une truelle, ce qui est quand même, qui a des impacts sur les équipements roulants, comme les poussettes, les fauteuils roulants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je ne connais pas l'exemple particulier, là, mais c'est certain qu'il y a présentement, d'ailleurs, il me semble, un comité qui va se pencher là, sur les trottoirs, ou en tout cas, peut-être que je me mélange, là, mais la question des trottoirs, du design des trottoirs, même des lignes esthétiques, je pense qu'on fait dans les trottoirs qui sont plus nécessaires comme avant. Bon, parfois, c'est quand même pour l'écoulement des eaux, là. C'est toutes des caractéristiques des trottoirs qui ne prennent pas en considération les questions d'accessibilité universelle, justement. Ça revient à ce qu'on discutait tout à l'heure sur le fait qu'il faut potentiellement revoir. Par contre, dans le cas des trottoirs, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un petit retour sur l'exercice. Mais assurément, après, l'enjeu est de percoler ça sur le terrain avec les entrepreneurs qui coulent les trottoirs, par exemple. Ça, ce n'est pas toujours évident non plus. On a une question qui, je pense, qui ne va pas se répondre si facilement que ça, mais qui est intéressante. On est en train, en ce moment, d'adopter un projet de loi sur la sécurité piétonne. Je ne vous apprends rien, mais notamment à proximité des écoles. Donc, est-ce qu'il y a des manquements au niveau de ce projet de loi dans sa forme actuelle, selon vous? Ben, c'est sûr que je mettrais bien plus d'affaires que ça dans la loi, hein, moi, mais un petit peu à la blague, mais pas tant que ça. Pour en revenir à ce qu'on discute depuis tout à l'heure, je crois que, puis c'était dans les recommandations à la dernière diapo que Philippe a fait, une des dernières diapos, cette idée de sécuriser des parcours. Elle est difficile à entrer dans une loi, là, tu sais, donc je ne sais pas si c'est la loi et le bon véhicule, mais la continuité des parcours, de s'assurer qu'on a, on répond aux besoins des plus vulnérables, c'est la chose la plus importante, je pense, dans ce qu'on fait dans nos villes présentement pour ces populations piétonnes-là. C'est certain que là, je crois, dans le cas de la sécurité routière, il y a quelques années, on a mis le principe de prudence, le principe de précaution, prudence, il me semble que c'est prudence, mais on l'a dilué un peu à la limite, là. Tu sais, le principe de prudence dit que l'usager le plus vulnérable, c'est celui qui devrait toujours avoir priorité. Mettons, je vous simplifie un peu la chose, là. Donc, par exemple, il faut toujours céder le passage aux piétons. Ben, évidemment, là, quand on est au bon endroit, là, sauf que on l'avait un peu dilué la dernière fois. Je pense que c'est peut-être dans le projet de ramener vraiment comme il faut l'esprit de ce principe de prudence-là.
Mais là, j'avoue que j'ai perdu le fil un petit peu là, de tous les amendements qui vont être faits. Je pense que c'est une chose qu'on peut enchasser dans une loi assez facilement. Après ça, est-ce qu'on veut augmenter les amendes pour le non-respect de la priorité piétonne, ce genre de choses-là, pour que ça soit plus dissuasif? C'est aussi des options qui ne sont pas tout à fait là. Là, on insiste beaucoup sur le milieu scolaire. Par ailleurs, tout ce qui est proposé là me semble très approprié, là. Mais je pense que, encore une fois, oui, la loi, mais je pense que c'est dans nos normes et pratiques qu'il faut faire le plus de changements au final. Est-ce que Philippe, tu voulais rajouter quelque chose ou on peut passer à la prochaine question? Non, on peut passer à la prochaine question. Parfait. Ici, on a une question un petit peu plus sur la méthodologie. On revient un peu sur les trottoirs, encore une fois. Est-ce qu'on a tenu compte de la largeur et de la hauteur des trottoirs dans l'évaluation de l'accessibilité dans le cadre de ce projet-là? Philippe, je te laisse. Oui, parfait. Non, on n'a pas vraiment, on n'a pas évalué la largeur ou la hauteur parce qu'on était vraiment plus dans une optique de recherche qualitative, là, de vraiment recueillir la perception des participants. On n'était pas vraiment dans un audit où est-ce qu'on évaluait vraiment les abords de l'arrêt. Donc, tu sais, ce qu'on cherchait vraiment à trouver, c'est vraiment plus la perception des piétons vulnérables. Donc, on s'est pas vraiment intéressé à vraiment la mesure en soi, puis la conformité, si on veut, là, de ces trottoirs-là. Par contre, c'est vrai qu'il y avait quand même plusieurs commentaires de la part des participants, là, si je me souviens bien, sur, bon, c'est plus confortable quand c'est un petit peu plus large. Aussi, au niveau de, bon, la hauteur, ben, ça dépendait un petit peu, là, mais si c'était parfois un petit peu plus tu sais, comme avec la déclinaison, donc pour les équipements roulants, c'est extrêmement difficile. Donc, le trottoir revient beaucoup dans les commentaires, là, effectivement, mais on n'évaluait pas le côté technique, même si des fois, en phase 2, j'ai quand même des participants qui en parlent beaucoup, là, donc il y avait des discussions autour de ça, puis c'était plus évident, mais dans cette phase 1-là, on n'était pas dans le technique, mais il y avait beaucoup de commentaires par rapport au trottoir. Oui, puis moi, si je peux ajouter aussi, c'est qu'un autre élément qui est revenu par rapport à la hauteur des trottoirs, c'est qu'il y a certains trottoirs plus vieux qui n'avaient pas vraiment de différence entre la hauteur de la descente puis la hauteur du trottoir en soi. C'est un trottoir qui était, donc, pour une personne non-voyante qui s'oriente à une canne de détection, la descente était difficile à détecter. Donc, ouais, par rapport à souvent, c'est vraiment, comme je disais, des trottoirs qui étaient plus vieux, des quartiers de banlieue, souvent des années 60. Donc, il y avait un enjeu aussi à ce niveau-là. Autre question, est-ce qu'au niveau des temps de traverse au feu, c'est généralement assez long pour les usagers vulnérables? La réponse facile, c'est non. Je sais par ailleurs que il y a des volontés de rallonger les temps de traverse. On a d'ailleurs mis un petit astérix, je dis collectivement, là, Paul est avec moi je vois que Paul Maquet est en ligne, je n'ai pas vu d'autres personnes, mais à la table d'expertise en sécurité routière de la QTR, on travaille avec le ministère des Transports pour tenter d'améliorer justement certaines normes, on en parlait tout à l'heure. Donc, dans le tome sur la signalisation routière, on a fait mettre des petits astérix pour prendre en considération des vitesses de marche, parce qu'en fait, le temps de traversée, c'est un simple calcul entre la longueur de la traversée et la vitesse de marche qu'on attribue à des piétons qui vont traverser là. Et l'enjeu, c'est cette vitesse de marche-là qu'on met souvent beaucoup trop élevée pour nos piétons vulnérables avec lesquels on a marché dans le cadre de ce projet-ci. Donc, l'idée, c'est de réduire cette vitesse-là dans des lieux névralgiques. Moi, je la mettrais partout, évidemment, mais si on a des arbitrages à faire, au minimum, la mettre dans des lieux névralgiques où on sait qu'il y aura ce genre de piétons-là, entre autres choses. C'est certain que notre urbanisme et ingénierie des transports des 50 dernières années ne nous aident pas dans ce cadre-là, mais il y a des façons maintenant d'améliorer la situation pour les autres usagers que les gens qui sont dans leur véhicule. Merci, Marie-Soleil. Le temps file, en fait, il reste à peine quelques minutes. Je vais commencer à conclure, mais si je vois que des questions s'ajoutent, peut-être
Oui, il y a des questions qui s'ajoutent finalement. Donc, on va peut-être en prendre une dernière, ensuite on va devoir conclure. Euh, Il y en a plusieurs intéressantes, mais oui, on n'en a pas parlé. Est-ce que les personnes qui ont participé, donc les participants aux marches, est-ce qu'ils étaient accompagnés? Par exemple, ceux qui étaient en fauteuil roulant, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui poussait? Pour les personnes avec des handicaps visuels, est-ce qu'ils étaient accompagnés? Comment ça se déroulait? Oui, donc pour les personnes non-voyantes qui étaient là, c'était moi ou Maggie qui les accompagnait lors du parcours. Ça facilitait un peu aussi la collecte de données parce que c'est plus facile pour la personne de communiquer un peu ses impressions lorsqu'on était vraiment juste à côté d'elle. Euh, donc oui, puis il y a une participante qui a été accompagnée par quelqu'un d'autre, puis ses commentaires ont aussi été recueillis, puis considérés aussi dans les analyses. Mais de manière générale, il n'y a pas eu tant de cas où est-ce que les personnes étaient accompagnées par une deuxième personne. Après, ils savaient, hein, quand on les approchait pour venir prendre des marches, ils savaient qu'il y aurait au minimum une personne de notre équipe aussi. Là, fait que peut-être que ça a créé Ouais. le non-besoin, en fait. Là, Il y avait un peu dans la même veine, hein, rapidement, il y avait une question sur la distance maximale hein, qu'on peut demander à ces clientèles-là. Mhm. C'est très variable d'une personne à l'autre. Hein. Nous, on a pris à peu près 500 mètres, il me semble, Philippe, même peut-être un peu moins que ça quand tu Ouais, marchais. plus de 300-400 environ, oui. Puis déjà, c'était laborieux, là. Mais de façon générale, on sait par les recherches sur la mobilité qu'en bas d'1 kilomètre, ça devrait être marchable pour aller au transport collectif. Tu sais. Bon, pour des gens un peu plus vulnérables comme des personnes âgées ou des gens avec poussettes ou jeunes enfants, sûrement que c'est un petit peu moins que ça, là, parce qu'1 kilomètre à la marche, c'est quand même pas rien à faire, là, selon notre condition physique. Donc, c'est certain que les arrêts où on est allé, ça prenait quand même quelques mètres avant d'être dans un quartier résidentiel à certains endroits, tu sais. Est-ce qu'on peut revoir la façon dont on met les arrêts? Assurément, là, mais ce n'était pas évidemment l'objectif du projet, là. Mais je dirais à 500 mètres, il me semble qu'on devrait être capable de faire quelque chose, là, même pour les plus vulnérables. Oui, puis il y a quand même eu plusieurs cas durant la collecte de données aussi, qu'il y avait des participants qui devaient prendre des pauses durant le trajet de 300-400 mètres. Donc, c'est la longueur du trajet qu'on a fait, mais c'était pas une distance qui était acquise pour tout le monde de marcher d'un coup comme ça pour se rendre à l'arrêt, là. Donc, ouais. Bien, merci beaucoup pour ces réponses-là. Je vais conclure vraiment rapidement. Le lien pour écouter le webinaire en différé sera éventuellement disponible sur la page du projet. Donc, je vais vous l'envoyer aussi à tous ceux qui ont participé. Donc, ce sera possible de réécouter. Si vous avez d'autres questions qui demeurent sans réponse suite à ce webinaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous, Trajectoire ou directement avec Philippe et Marie-Soleil. Ça nous fera plaisir de donner suite à votre intérêt pour le projet, vraiment. Merci infiniment à Philippe et Marie-Soleil d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Et je vous invite bien évidemment à suivre Trajectoire, la suite de ce projet-là, la phase 2 notamment, sur nos réseaux sociaux en vous abonnant, même peut-être en devenant membre. Alors, un gros merci, puis très bonne fin de journée à vous tous. Merci tout le monde.